Au cœur de l'empire d'Apollodinus, les ragots sociaux faisaient rage comme un torrent déchaîné. Le monde entier fut stupéfait par la nouvelle qui se répandit comme le vent. L'héroïne principale de cette sensation était la seule sœur de l'empereur, grande archiduchesse Rosalina Idris Apollodine. Dès son plus jeune âge, elle se distingue des autres aristocrates. Au lieu de robes, elle préférait des pantalons confortables et au lieu d'un éventail, elle tenait une épée dans ses mains. Sa passion pour les voyages l'a amenée à décider de devenir chevalier, ce qui fit sensation auprès des dames de la haute société. La présence d'esclaves mi-bêtes à la cour impériale choquait la société, provoquant l'indignation et l'incompréhension dans la société. Il semblait que rien ne pouvait éclipser cette sensation. Le majordome frappa bruyamment dans ses mains, annonçant la célébration de l'anniversaire de l'archiduchesse. En l'honneur de cet événement, une décision a été prise parmi la noblesse. Au bal, faites preuve de bonne manière devant Rosaline. La nuit du bal était illuminée par les étoiles et le clair de lune. Des félicitations en l'honneur de Rosalina Idris Apollodine ont été entendues de partout dans le château impérial. Quand elle est apparue dans le hall avec des sandales en cristal, qui étaient décorées de pierres précieuses, scintillantes à la lueur des bougies, de longs cheveux dorés flottaient dans son dos, et une robe bleu pâle soulignait sa silhouette gracieuse. Son dos nu, orné d'un collier de perles, provoqua l'étonnement général. Les dames présentes se demandaient d'où venait une robe aussi exotique. Mais c'est l'homme qui accompagnait l'archiduchesse qui suscitait le plus de curiosité. Personne ne le reconnaissait, ce qui a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Certains pensaient qu'il s'agissait de la même demi-bête dont parlaient les légendes. Mais son apparence humaine réfutait ces hypothèses. Personne n'a pu déterminer son origine. Les femmes chuchotaient, pensant qu'il s'agissait d'un esclave, bien que leurs esprits refusaient de croire qu'un esclave puisse être amené au bal. Rosalina ne prêta aucune attention à la curiosité générale, observant attentivement son compagnon. Il semblait mécontent de quelque chose. Sentant sa tension, elle entendit une demande silencieuse de ne pas rire. Le mari a insisté pour que l'archiduchesse ne se moque même pas en pensée. Mais Rosalina répondit que cela n'avait pas d'importance, et elle avait le droit d'avoir ses propres opinions. Elle croyait que les gens qui s'immisçaient dans les affaires des autres ne méritaient pas d'attention. Elle décida donc de saluer l'empereur. Rosalina a suggéré à son compagnon de rester dans le hall, mais il ne voulait pas être seul. Elle lui a alors proposé de l'accompagner, mais il a catégoriquement refusé. L'archiduchesse conseilla à Fenrir de sortir sur le balcon. Elle lui a assuré qu'en fermant le rideau, il pourrait éviter toute attention indésirable, car c'est ce que tout le monde faisait. Elle le serra dans ses bras, s'appuyant contre sa large poitrine pendant un moment. Et elle a promis de revenir bientôt. Cette scène a suscité encore plus de questions chez les personnes présentes. Dès que Rosalina s'est éloignée, l'atmosphère dans la salle a changé. L'homme resta seul et sentit les regards des invités sur lui. Il était prêt pour ça. Mais la réalité s'est avérée bien plus stressante qu'il ne l'avait prévu. Fenrir, sans perdre de temps, sortit sur le balcon comme le lui avait conseillé l'archiduchesse. Il ferma hermétiquement le rideau, se protégeant ainsi des regards indiscrets. S'approchant du bord du balcon, il prit une profonde inspiration de l'air frais de la nuit. Le clair de lune inondait le jardin impérial, révélant un panorama époustouflant. Le jardin luxueux l'impressionna par sa beauté et son aménagement paysager exquis. Il sentait la fatigue qui s'était accumulée au cours de la journée. Soudain, l'homme se souvint des paroles de Rosalina à propos du bal. Elle a prévenu que chacun serait seul pendant les vacances, plongé dans ses propres pensées et intrigues. Comme si elle lisait dans ses pensées, elle lui rappelait la cruauté du monde. Et le touchant près du cou, elle le pinça fort. Une ecchymose douloureuse m'a rappelé cette conversation. Soudain, la voix d'un enfant se fit entendre. Une fille aux cheveux dorés et aux yeux verts le surprit par son apparition sur le balcon. La petite fille a été surprise par une découverte inattendue sur la terrasse. Elle a demandé à l'homme ce qu'il tenait dans sa main. Fenrir se sentait mal à l'aise. La fille a demandé à goûter sa boisson. L'enfant savait à l'odeur qu'il s'agissait d'alcool. L'homme, lui assurant qu'il y avait beaucoup de boissons sur les tables dans le hall, refusa de lui donner son verre. L'enfant était bouleversé. Voyant sa curiosité, il lui tendit son verre. La fille était contente et le remercia et essaya immédiatement la boisson inconnue, ce qu'elle n'aimait pas beaucoup. Soudain, les cris de sa nourrice se firent entendre, exigeant que l'homme quitte immédiatement la princesse. Fenrir ne savait pas qu'elle était une princesse, il était surpris. La nounou en colère reprocha à la princesse d'avoir pris des choses à des étrangers. La femme l'a emmenée dans le hall pour qu'elle puisse se saouler. La fille pensait que tout allait bien. Après tout, un prince venu de pays lointains buvait dans ce verre.
Fenrir était mal à l'aise avec cette perception erronée. La nounou mécontente, emmenant la fille, se rendit dans le hall. L'homme était contrarié de ne même pas avoir eu la chance de s'expliquer. La petite princesse cria après lui et fit un signe de la main. Des murmures commencèrent à circuler dans la salle à propos du prince venu de pays lointains. Fenrir avait espéré une atmosphère différente, mais maintenant il y avait encore plus de ragots. Soudain, Rosalina apparut sur la terrasse, intéressée par les affaires de son bien-aimé. Elle a dit que c'était sa nièce Mélodie. Mais l'homme indigné fut surpris d'être appelé prince. Rosalina a fait comme si de rien n'était. L'homme ne s'attendait pas à une telle réponse. Elle a dit que tout le monde demandait qui il était. L'archiduchesse a donc dû dire qu'elle avait été bannie d'un continent lointain dans une lutte de pouvoir. Un prince étranger a trouvé refuge dans leur empire, et qui prétendait que son royaume était en guerre. Il tuera également son oncle, qui est monté sur le trône à tort. Elle a essayé de l'aider à obtenir justice. S'il révélait son identité, l'Empire interviendrait. Alors elle a demandé à jouer le jeu. Fenrir se demandait comment la femme avait pu inventer une histoire aussi compliquée si rapidement. Elle lui assura que tout allait bien, et que sa nièce était plus intelligente qu'elle ne le paraissait. Son imagination s'épanouissait, mais il craignait que la vérité ne contrarie l'archiduchesse. Elle m'a assuré que rien ne gâcherait son humeur, tout comme ses nièces. Rosalina, lui assurant qu'il était libre, serra son mari dans ses bras. Puis elle le récompensa avec un baiser passionné. Tous les présents ont vu leur baiser. Cela a provoqué une vague d'étonnement et de choc. L'homme timide rappela à Rosalina les regards, mais elle sourit simplement, considérant cela comme une excellente occasion de susciter l'envie. Les travaux ont été terminés et nous avons pu rentrer chez nous en toute sécurité. Ils se tenaient enveloppés dans l'obscurité. L'archiduchesse caressa doucement la joue de Fenrir. Le mot « maison » sorti de ses lèvres résonnait comme une musique, procurant un sentiment de sécurité. Dans sa luxueuse propriété, Rosalina se préparait à aller au lit. Dans sa chambre, sur le lit, Fenrir attendait déjà sous la forme d'une bête. Elle le caressa doucement et il la regarda avec des yeux jaunes brillants. La femme lui caressa le menton, s'excusant de l'avoir réveillée. Elle s'est allongée à côté de lui et il l'a serrée dans ses bras, maintenant sous forme humaine. Rosalina fut surprise par sa transformation, et il se pencha vers elle, voulant l'embrasser. Et il a commencé à me serrer doucement dans ses bras, laissant entendre qu'il était proche. Mais l'archiduchesse le serra fort dans ses bras et lui murmura à l'oreille qu'elle voulait juste le câliner et s'endormir. Fenrir expira lourdement et accepta. La jeune fille lui souhaita bonne nuit d'une voix douce et caressa son large dos couvert de cicatrices. En caressant les profondes cicatrices, elle se souvint de leur première rencontre. Cette histoire du passé. À Apelloden, la capitale de l'Empire, au milieu d'une forêt verdoyante, se dressait le manoir bleu. Cela ressemble à un vieux château de contes de fées. C'est celle qui possède la plus longue histoire parmi les demeures appartenant à la famille impériale. Même si de nombreuses personnes y ont passé beaucoup de temps, personne n'y est resté éternellement. Le manoir n'avait depuis longtemps plus d'autres propriétaires que l'empereur. Mais maintenant, sa propriétaire est Rosalina Edris Apellodine. Elle était assise dans le salon, la tête appuyée sur sa main, et soupirait lourdement. L'assistant a essayé de comprendre comment aider l'hôtesse. Malheureusement, la dame avait un violent mal de tête. C'est peut-être à cause de la fatigue, car la douleur a commencé le matin. L'assistante a insisté pour qu'il y ait un médecin, mais Rosalina a refusé. Le majordome s'est approché et a annoncé que Sa Majesté devait rencontrer Madame Allen. Elle fut surprise, mais elle se souvint alors que Madame avait quelque chose à donner. L'homme a déclaré qu'il n'avait reçu des nouvelles de la visite que le matin. Rosalina a ordonné que l'invité soit conduit au salon. Lorsqu'elle est venue lui rendre visite, Madame Allen a exprimé son admiration. Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. Sa Majesté a confirmé qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Allen sourit et demanda à regarder son cadeau. L'archiduchesse ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Au milieu de la salle se dressait une immense cage métallique, qui émerveillait Rosalina. Madame, en frappant dans ses mains, a dit qu'à cause de cela, elle n'avait pas pu dormir pendant plusieurs jours. Elle a également déclaré que lorsqu'elle l'a vue aux enchères, elle a immédiatement compris. Quel merveilleux cadeau pour Rosalina! Sans hésitation, Madame proposa un prix élevé et l'acheta. Bien sûr, l'emballage n'était pas très sophistiqué, mais l'essentiel était le contenu. Son Altesse ressentit un mauvais pressentiment. Mais Allen, submergée par l'émotion, insista pour que la cage soit ouverte dès que possible. La cage déverrouillée, les assistants ont ouvert la porte. Et la dame attendait de voir l'impression que Rosaline avait du cadeau. L'archiduchesse fut stupéfaite par ce qu'elle vit.
Allen a insisté sur le fait que c'était sans aucun doute rare. Et si elle en prend bien soin, cela sera certainement payant. Un garçon était assis dans une cage, enchaîné. Il avait des oreilles et une queue et était vêtu de haillons. Rosalina réalisa que c'était une demi-bête et fut choquée. Madame Allen a répété à nouveau qu'elle l'avait trouvé lors d'une vente aux enchères. Et elle m'a rappelé que son Altesse n'avait pas un seul esclave. Elle lui a assuré que les demi-bêtes étaient utiles à bien des égards, et que s'il était apprivoisé, il pourrait vaincre 3 gardes entraînés. Rosalina se demandait comment un tel enfant pouvait être garde du corps. La dame sourit et répondit que les demi-bêtes grandissent vite, et dans 2 ans, il sera aussi compétent que n'importe quel autre gardien. Allen lui a rappelé que les demi-bêtes adultes ne peuvent pas être apprivoisées, et vous ne pouvez les introduire qu'à un jeune âge. Si une demi-bête n'est pas apprivoisée dans sa jeunesse, elle n'obéira jamais à son maître et grandira aliénée. Il faut donc les apprivoiser lorsqu'ils sont encore jeunes. Le moyen le plus simple et le plus rapide est la drogue. Ils obscurcissent l'esprit. Un bâillon et un bandeau sont également requis. L'enfant, amené dans une cage avec les mains liées, mettait Rosalina mal à l'aise. Elle voulait s'excuser auprès de madame. Allen, frappant dans ses mains, annonça que le moment était venu. Le cadeau était grand, la livraison était longue. Elle voulait donc parler, mais elle avait un autre rendez-vous. Rosalina a essayé de l'arrêter. Mais la dame, souriant gentiment, dit au revoir et promit qu'ils se reverraient certainement. Le majordome a demandé à Sa Majesté ce qu'ils allaient faire. Rosalina, choquée et confuse, réfléchissait. Bien que l'achat et la vente d'esclaves ne soient pas contraires à la loi impériale, elle ne pouvait pas accepter qu'elle puisse faire cela simplement parce que c'était autorisé. L'archiduchesse était assise sur le canapé, pensive. L'assistant s'est rapidement précipité et a proposé du thé. Mais Rosalina, tendue, a refusé. Le majordome a proposé de renvoyer le cadeau si cela causait un quelconque inconvénient. Mais Rosalina a compris que ce n'était pas une option. Puis il a demandé quoi faire du garçon. Sa Majesté ordonna qu'on le lave et qu'on le mette au lit. Et jeter immédiatement la cage et inviter Nora. L'archiduchesse buvait du thé avec Nora. La dame a prodigué les premiers soins. Et elle a ajouté que la blessure guérirait dans 2 jours. Sa Majesté fut surprise par la rapidité de la guérison. Elle a expliqué que les processus chez les demi-bêtes sont différents de ceux chez les humains. La blessure n'a pas guéri parce qu'elle a été déchirée encore et encore. Eleanor Greenwood a étudié à l'académie, ce qui était rare pour une jeune fille de naissance noble. Elle travaillait comme médecin et prenait soin des prisonniers. Rosalina la remercia d'être venue à son appel urgent. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais rencontré de telles blessures auparavant, et qu'elle ne pouvait donc rien faire. Elle a également admis qu'elle voulait initialement rendre le garçon à Allen. Mais j'ai changé d'avis, car de toute façon il aurait vécu comme un esclave. Il ne pouvait pas prédire son sort futur. L'archiduchesse décida donc de le laisser partir lorsqu'il reprit ses esprits. Nora a demandé où elle allait le laisser aller. Sa Majesté espérait qu'il y avait un endroit où il vivait, ou où il aimerait retourner. La dame baissa la tête et dit doucement qu'un tel endroit n'existait peut-être pas. S'il a été capturé, cela signifie que leur territoire a été envahi. Et y retourner, c'est comme aller dans l'antre d'un chasseur. Ou peut-être était-il le fils d'esclave et n'avait-il pas de maison du tout. Il n'avait donc nulle part où aller. Et en aucun cas, si la demi-bête est libérée, il sera certainement attrapé et vendu à nouveau. Sa Majesté fut stupéfaite par les paroles de Nora et ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas le laisser vivre sous le même toit. La dame était surprise que Rosalina soit contre. Après tout, le problème n'est pas l'apparence de la demi-bête, et le fait qu'elle ne se sentait pas prête à être sa mère. Nora comprit ce que voulait dire son Altesse, et elle a remarqué qu'il n'était pas un enfant, il avait juste l'air jeune. Selon Nora, il avait en fait au moins 20 ans. Sa Majesté fut choquée d'apprendre que l'enfant avait 20 ans. La dame a dit que lorsque le garçon trouvera une compagne et deviendra adulte, il pourra alors prendre forme humaine et se déplacer librement sans crainte de persécution. Rosalina ne pouvait pas croire qu'il était capable de se transformer complètement en humain. Les demi-bêtes avaient toujours des oreilles, des queues ou d'autres parties du corps d'animaux. Bien sûr, toutes les demi-bêtes ne peuvent pas prendre forme humaine, mais peut-être était-il le représentant d'un type particulier de Karan. Nora avait peu d'informations sur cette espèce, mais elle savait que lorsque la peau d'une demi-bête était noire, elle était considérée comme rare. Les chasseurs pourraient considérer la peau foncée comme un inconvénient, mais cela ne signifie pas qu'ils ne la vendraient pas. Et laisser le cadeau d'Allen partir gratuitement était une mauvaise idée. Rosalina se souvenait que sa femme avait parlé de lui comme de quelqu'un de spécial, et elle obtient toujours ce qu'elle veut, même s'il n'y avait qu'une seule demi-bête de ce genre au monde.
A-t-elle vraiment payé trop cher pour l'offrir en cadeau? Nora était indignée et insistait pour que Sa Majesté ne le laisse partir sous aucun prétexte. Elle voulait s'assurer que Rosalina ne le renverrait pas. Elle était inquiète. L'archiduchesse n'a pas manifesté d'inquiétude particulière, mais Nora éleva la voix. Elle a noté que si son Altesse ne s'était pas inquiétée pour lui, elle l'aurait immédiatement expulsé ainsi qu'Hélène. Elle savait que Rosalina voulait toujours résoudre le problème de manière radicale. La fille resta silencieuse, regardant Nora, qui avait raison. Tard dans la soirée, une demi-lune s'est levée dans le ciel. Rosalina et le docteur se tenaient près de la voiture. Sa Majesté a invité Nora à passer la nuit. Elle le remercia sincèrement pour son offre, lui expliquant qu'elle avait un patient, que j'allais visiter le lendemain. La dame voulait voir s'il y avait un moyen de prendre la demi-bête. Elle a admis qu'elle aimerait le ramener chez elle, mais qu'elle n'avait pas de place pour une deuxième personne. Sa Majesté fut surprise que Nora ne l'emmène pas tout de suite, et elle m'a demandé d'attendre 6 mois. Rosalina ne comprenait pas pourquoi elle voulait le prendre. Le docteur monta dans la voiture, sourit gentiment et dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait besoin de lui. Elle promit de venir si nécessaire, et Rosaline laissa partir sa voiture. L'archiduchesse s'assit près du lit et observa la demi-bête endormie. Il s'est allongé et a dormi profondément. Elle toucha son visage et se souvint des paroles de Nora. Elle a déclaré qu'il y a environ 70 ans, le nombre de Karanes était beaucoup plus important. Mais pour des raisons inconnues, ils ont commencé à être chassés en masse. Et en conséquence, plus de la moitié a été détruite. Ils ont été utilisés pour des expériences, répandant de fausses rumeurs. Sa Majesté a essayé de découvrir quelle était cette capacité. Nora expliqua à contre-cœur que le mensonge avait conduit à la destruction presque complète des Karanes. Le lendemain matin, il y eut une agitation dans le manoir. Malgré sa faiblesse, la demi-bête a détruit la pièce, blessé la femme de chambre et grogné sur tout le monde depuis le placard. Rosalina ne comprenait pas ce qui se passait. Elle venait de terminer son petit déjeuner lorsqu'elle entendit la demi-bête se réveiller. Le majordome a dit qu'il allait lui donner de la soupe, comme Lady Nora l'avait ordonné. Ignorant la nourriture, il a attaqué tout le monde et a tout détruit. Rosalina a demandé s'ils avaient essayé de raisonner la demi-bête. Le garçon ne voulait pas écouter, mais se contenta de gronder. Qu'est-ce qui a causé la confusion de l'archiduchesse? Quand elle entra, les servantes essayaient de sortir le garçon irrité du placard. Rosalina s'est approchée et il lui a grogné dessus à plein poumon. Sa Majesté lui ordonna d'une voix sévère de descendre immédiatement. Mais il n'a fait que crier plus fort. 16 chevaliers accoururent au bruit. Elle fit signe de les arrêter, leur ordonnant de ne pas dégainer leurs armes. Après avoir raconté à la demi-bête que beaucoup de gens avaient souffert à cause de lui, elle lui demanda de l'écouter attentivement. Rosalina a dit qu'elle ne donne pas de seconde chance. Mais compte tenu de son passé, il fera une exception. Elle a expliqué que toutes ces personnes étaient ses assistants, et ils ne lui voulèrent pas de mal. Ils voulèrent juste le nourrir. L'archiduchesse a souligné que la maîtresse de cette maison n'avait pas l'intention de l'utiliser comme esclave, expliquant que c'est elle qui a appelé le médecin pour le guérir. Et elle a admis qu'elle était prête à le laisser partir s'il le voulait. L'archiduchesse lui ordonna donc d'obéir immédiatement. Le gars l'écouta attentivement. Elle lui a ordonné de descendre et de s'excuser auprès de tout le monde. Un silence de mort s'abattit alors que tous les regards convergeaient en prévision de la réponse de la demi-bête. Il se figea, mais éclata soudain en sanglots qui brisèrent le silence. La surprise se lisait sur les visages des personnes présentes. Quand il s'est détourné, cachant ses larmes et s'est affalé impuissant sur le placard. Un lourd silence planait dans l'air, teinté de gêne. Les servantes, rougissantes de honte, sentèrent la honte s'insinuer dans leurs âmes. Rosalina, gardant un silence glacial, ordonna que la chambre soit nettoyée et que de nouvelles femmes de chambre soient appelées. Et ne lui donnez pas non plus de nourriture ou d'eau jusqu'à ceux qui le demandent. Ces paroles étaient froides et brûlèrent les personnes présentes. Elle a ajouté qu'elle ne devait rien lui donner en aucune circonstance. Les servantes effrayées, baissant la tête, acceptèrent son ordre. C'était comme si les nuages d'une guerre non déclarée s'amoncelèrent dans l'air. Le lendemain matin, le palais bleu fut à nouveau submergé par une vague de déception. Rosalina, sombre et triste, marchait dans les couloirs. Une demi-bête dont la force physique était impressionnante, mais dont le caractère était dégoûtant. Il a transformé son domaine en champ de bataille. Les plaintes des subordonnés tombaient comme des feuilles d'automne. Meubles cassés, rideaux coûteux déchirés. Chaque pas qu'il faisait laissait une trace de destruction. Rosalina se demandait d'où il tirait autant d'énergie. Elle pensait que s'il continuait à tout détruire autour de lui, il ne resterait plus rien du palais. Soudain, son regard tomba sur les taches rouges sur le sol. Du sang.
Peut-être qu'il a cassé une fenêtre et marché sur les débris. Comment aider quand personne ne peut s'approcher de lui? L'archiduchesse, suivant les traces de pas ensanglantés, atteignit la fenêtre brisée. Une personne ordinaire ne serait pas en mesure de causer de tels dommages. Les fenêtres du palais étaient faites de verre de haute qualité et protégées par magie contre la casse et le volume. Même pour une demi-bête, briser le verre enchanté n'était pas facile. S'il voulait s'échapper, pourquoi n'a-t-il pas ouvert la fenêtre et ne l'a-t-il pas cassée? Et où trouve-t-il autant de force pour un tel désordre s'il n'a pas encore demandé de nourriture ou d'eau? Il semblait qu'une des servantes inquiètes lui avait secrètement apporté de la nourriture. Maintenant, elle va devoir nettoyer encore plus. Et la servante qui a désobéi à l'ordre sera punie. Rosalina la vit discuter avec le cuisinier d'un plat délicieux pour l'enfant mi-bête. Plus tard, la servante, confuse et à peine capable de reprendre son souffle, rapporta que l'enfant s'était enfui. Cette nouvelle n'a pas surpris Sa Majesté. Il avait faim, mais il est quand même parti avec l'estomac vide. Ce qu'il n'aimait pas. Il semble que les attentes de l'archiduchesse n'aient pas été satisfaites. Le garçon n'a pas seulement mangé, mais il n'a pas non plus bu pendant 4 jours. Peu importe sa robustesse, il est impossible de rester sans nourriture aussi longtemps. Rosalina se demandait si une personne pouvait mourir si elle ne buvait pas d'eau. Et dès son arrivée au palais, combien de temps est-il resté sans manger? Ses pensées ne lui laissaient aucune paix. Elle était fatiguée de tout cela et voulait faire comme si elle ne comprenait rien. Mais si Nora le découvre, elle sera certainement en colère. Après tout, elle savait qu'elle n'était pas responsable de la prise en charge d'un enfant que quelqu'un d'autre avait amené au domaine. Une des servantes, s'approchant timidement, attendait une tâche. Rosalina a ordonné que le garçon soit retrouvé, affirmant qu'il devait être quelque part dans le palais. L'assistante baissa docilement la tête et partit à la recherche. Mais malheureusement, malgré tous les soins qu'ils ont apportés à chaque recoin, le garçon était introuvable. Le crépuscule approchait et les recherches ne donnaient aucun résultat. L'anxiété s'insinua dans le cœur de Rosalina. Des subordonnés pas indifférents ont décidé de partir à la recherche avec une lampe. Le soleil avait presque disparu à l'horizon. Sa Majesté réfléchit. L'idée qu'il puisse être allongé inconscient parmi les arbres la hantait. Elle était tourmentée par la culpabilité parce qu'elle le laissait mourir de faim. L'archiduchesse commença à craindre d'être allée trop loin. Peut-être aurait-il été préférable d'ignorer les paroles de Nora et de le laisser partir dès le début. Ce serait mieux pour tout le monde. Soudain, Rosalina s'est mise à courir. Le majordome, surpris par son éclat soudain. L'homme a essayé de l'arrêter, lui demandant où elle allait. Comme en transe, elle ne répondit pas, continuant sa course imparable dans l'obscurité. Son regard n'était dirigé nulle part et chaque pas l'éloignait davantage de la réalité. Les servantes, sans perdre espoir, continuèrent à appeler le bébé. Leur voix perçait le silence du jardin. L'archiduchesse regardait cela. Son Altesse s'enfonça dans l'obscurité, écoutant chaque bruissement. Elle se dirigea vers le belvédère au bord du lac, réalisant que si la demi-bête s'était échappée, elle ne l'aurait pas trouvée ici. Mais soudain, son regard tomba sur un immense vieil arbre, près duquel gisait un garçon. Rosalina, sentant qu'elle l'avait trouvé, s'approcha rapidement. Il était inconscient, mais il respirait. Ces suppositions se sont avérées vraies. Il pouvait mourir à tout moment. Il n'a probablement pas pu étancher sa soif et a instinctivement cherché un endroit avec de l'eau. La seule chose qu'il pouvait voir depuis la fenêtre était le jardin. Alors le garçon a cassé la fenêtre et s'est enfui pour se saouler. Mais il a dû courir au plus profond de la forêt. Mais pourquoi n'a-t-il pas bu l'eau que la servante lui a offerte? La demi-bête provoquait le chaos et avait parcouru un si long chemin pour se cacher des gens qui se soucièrent de lui. Pour lui, incliner la tête devant un homme était pire que la mort. Il ne pouvait pas croire que les gens se soucièrent de lui alors que sa vie était en jeu. Rosalina réfléchit. Peut-être qu'elle pourrait le gâter, mais pour l'enfant, cela pourrait être une question de vie ou de mort. Aucune manière ne pourrait être plus importante que la vie. Elle a donc décidé qu'elle devait l'élever pour qu'il réalise qu'il pouvait vivre en paix. L'archiduchesse souleva soigneusement le petit garçon dans ses bras, le couvrant de sa veste. Elle sentait à quel point c'était léger, beaucoup plus mince que ce à quoi je m'attendais. Elle se souvenait l'avoir averti du manque de seconde chance. Mais j'ai compris qu'il était le seul à qui j'en avais donné 3. Avec ces pensées, Rosaline le transporta doucement jusqu'au palais, sentant sa fragilité, comme une chose précieuse qui avait besoin de protection. Le lendemain soir, le garçon s'est réveillé. Rosalina, assise dans le salon brillamment éclairé, était perdue dans ses pensées. Il était toujours assis sur le placard, la regardant. Rosalina se demandait s'il aimait vraiment s'asseoir là. À ce moment, une servante entra dans la salle à manger,
annonçant le dîner pour son Altesse. Sur le plateau apporté par l'assistant, un déjeuner varié et appétissant était présenté. Le garçon regardait avec admiration. Comment la servante a mis la table? Rosalina les invita à la table, mais il y eut un silence en guise de réponse. Puis elle dit de ne pas s'offenser, qu'elle mangerait tout elle-même. Soudain, la demi-bête sauta au sol, ce qui surprit Sa Majesté. Et en un instant, il se précipita vers l'assiette, saisissant avidement un morceau de viande. Le garçon commença à manger, surprenant Rosaline. L'assistant était content. Il semblait avoir oublié l'inquiétude de Sa Majesté la nuit dernière. Mais maintenant, il mangeait son déjeuner sans aucune hésitation, craignant d'avoir à nouveau faim. Après avoir tout mangé, il lécha les restes de nourriture de ses mains comme un petit animal. L'archiduchesse était contente qu'il ait mangé. Mais elle était outrée que le garçon soit assis sur la table. Elle lui a ordonné de s'asseoir sur une chaise, mais il s'est enfui. Rosalina a essayé de l'arrêter parce qu'elle n'avait pas fini de parler. Mais il s'est immédiatement caché sous la couverture du lit. Sa Majesté, fatiguée et irritée, s'assit à table. Elle était contente qu'il ait mangé. Mais j'ai compris que je devais travailler sur ses manières. Le garçon s'enveloppa dans une couverture et s'allongea pour se reposer. Rosalina continua la conversation, surprise. Qu'il a fini dans son lit sans même connaître son nom. Soudain, 3 retentit. Surprise, Sa Majesté demanda ce que cela signifiait. Après tout, elle savait qu'il pouvait parler. Le garçon commença à raconter l'histoire, montrant avec ses doigts qu'ils étaient 5. Rosalina se demandait s'il s'agissait vraiment de 5 chiffres. Il était donc 3e. Mais ce ne sont pas des noms, c'est la façon dont les choses ont été comptées. Elle a essayé de savoir s'il avait un autre nom. Par exemple, ce que vos parents vous ont donné. Malheureusement, le garçon ne s'en souvenait pas. Parce qu'il a été attrapé alors qu'il était enfant. Il n'avait pas d'autre nom et personne ne s'en souciait. Mais l'archiduchesse s'intéressait au vrai nom. Et le numéro qu'il a appelé ne ressemblait pas à un nom. Il n'y avait pas de chiffres dans les noms humains. Le garçon lui a rappelé qu'il n'était pas humain. Rosalina, ne sachant que répondre, réfléchit. Puis elle lui suggéra le nom de Fenrir. Quand elle lui a demandé s'il aimait le nom, la surprise a brillé dans ses yeux. Il ne comprenait pas pourquoi il voulait être Fenrir. Son Altesse a dit que ce nom l'aiderait à s'entendre avec les gens, mais qu'il aurait pu en choisir un autre. Le garçon se tut et elle resta également silencieuse, attendant. Finalement, l'archiduchesse lui a demandé pourquoi il avait décidé de partager son nom. Ce à quoi le garçon répondit que cela avait été fait en échange d'un lit chaud. Rosalina lui a rappelé sa promesse. Elle a souligné que son nom est extrêmement précieux. Après tout, le garçon ne pouvait même pas imaginer combien coûtait un tel lit. À cela, il a répondu avec défi que la valeur ne réside pas dans le nom, mais dans la capacité de communiquer avec lui. Elle s'est excusée et a admis que c'était stupide. La demi-bête dit qu'il y avait une chose qu'elle ne pourrait jamais lui enlever. C'est son don de parole. Et il a ajouté qu'il n'avait pas encore eu l'honneur de parler à qui que ce soit. Rosalina fut surprise d'apprendre qu'il ne parlait jamais aux gens. Elle se souvenait de ces paroles qui avaient retenu son attention lorsqu'elle était enfant, et l'hypothèse de Nora sur son âge. La nouvelle vente aux enchères a révélé de multiples ventes et retours. Elle a supposé que le garçon était méchant, et je n'ai jamais parlé au propriétaire. En soupirant, Sa Majesté décida qu'il serait inapproprié de poser des questions sur le passé. Se levant, elle lança un avertissement sévère. Et s'il sautait à nouveau sur la table, il perdrait le droit à la soupe, se limitant à la seule eau fraîche. Et comme il était rétabli, il pouvait retourner dans sa chambre. Après tout, le lit sur lequel il était allongé était le sien. Le garçon, après l'avoir écouté, s'enveloppa dans une couverture et se détourna. Rosalina était tendue parce que le garçon ne l'écoutait pas. Se rappelant qu'il venait de se réveiller, elle s'allongea à côté de lui, trop fatiguée pour discuter. Son Altesse se demandait s'il dormait. Après tout, un lit partagé ne peut pas être confortable. Repoussant ses pensées, elle réalisa son impuissance face à la situation. Le garçon fut nommé Fenrir, ce qui contribua à son intégration partielle dans la famille du palais. Malgré sa nature à moitié bestiale, tout le monde ne l'acceptait pas. Ils ne pouvaient pas montrer ouvertement leur mépris. Mais l'atmosphère toxique de l'hostilité se faisait sentir dans tous les coins. Rosalina a appelé Fenrir dans tout le palais, et elle s'est à nouveau mise en colère quand elle a vu qu'il se cachait dans le placard. Le garçon exprima son irritation, trouvant son occupation étrange. Rosalina, tenant les chaussures dans ses mains, ne comprenait pas ce qu'il y avait d'étrange dans tout cela. Rosalina a insisté sur le fait que quiconque ne les portait pas était bien plus étrange. Après tout, Fenrir n'a jamais fait ça. Il devait donc désormais porter des chaussures, car c'était la bonne chose à faire.
L'archiduchesse a expliqué que sans chaussures, les pieds se salissent et se blessent rapidement. Sa patience a été mise à rude épreuve lorsqu'il a nié que ses pieds étaient propres. Elle lui a rappelé qu'il avait récemment été lavé. Il était donc temporairement propre. Rosalina l'a prévenu que sans chaussures, il se salirait et vivrait dans la salle de bain. Le garçon indifférent n'en fut pas dérangé. Elle lui a conseillé d'être prudent à l'avenir. Il a sauté hors du placard et s'est dirigé vers elle. L'archiduchesse lui a suggéré d'essayer les chaussures. En réponse, Fenrir dit tristement que les esclaves n'étaient pas autorisés à porter des chaussures et baissa la tête. Elle s'est rapprochée de lui et s'est mise à genoux. Elle a expliqué qu'il n'était plus esclave et que ses documents avaient été brûlés. Le garçon était surpris, ne comprenant pas pourquoi il faisait ça. Rosalina a assuré qu'elle n'avait pas besoin des documents. Fenrir était étonné que Sa Majesté ait essayé de le ferrer. Elle lui a assuré que les chaussures étaient bonnes et qu'il pouvait désormais les porter. Le garçon commença à marcher timidement dans la pièce, puis se figea en silence. Interrogé sur son confort, il a répondu que ses jambes étaient fatiguées. Rosalina a prévenu qu'il faudrait s'y habituer, même si on a mal aux jambes. Il a toutefois insisté sur le fait qu'il n'était pas obligé de les porter. Elle lui prit la main et lui expliqua que les chaussures étaient une condition préalable à la vie au château. Le garçon, fronçant les sourcils, acquiesça silencieusement. Le silence s'abattit sur le domaine. Sa Majesté était plongée dans un livre, assise dans le salon. Et Fenrir, assis sur une chaise près de la fenêtre, contemplait silencieusement le paysage. Il ne se rebellait plus. Il semblait trouver refuge dans ses propres pensées, évitant l'hostilité. Sa nouvelle vie dans le domaine n'était pas si mal. Rosalina n'avait partagé sa maison avec personne depuis longtemps. Elle était heureuse d'être avec le garçon. Cependant, il y avait ceux qui ne voulaient pas accepter la demi-bête. Sa Majesté observait le garçon, qui regardait silencieusement par la fenêtre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait dans sa tête. Prenant courage, elle lui demanda s'il s'ennuyait. Je lui ai suggéré de faire une promenade dans la cour s'il aimait tant la vue. Fenrir demanda avec surprise s'il était vraiment autorisé à partir. L'archiduchesse a confirmé, lui rappelant qu'il n'était pas en prison. Il vivait simplement temporairement dans le château et pouvait faire ce qu'il voulait. Le garçon, repoussant ses grandes oreilles en arrière, se tut à nouveau, regardant par la fenêtre. Rosalina l'observait, réalisant qu'il était habitué à ce genre de vie. Les mots sur la liberté de choix le rendaient confus et il ne savait pas quoi faire. Même si le temps passait, le garçon ne quittait pas la fenêtre. Elle a donc posé le livre et a décidé de lui montrer le domaine. S'il n'avait rien d'autre à faire, Rosalina l'invita à venir avec elle et lui, surpris, accepta. Ils sortirent dans le jardin où une rivière claire gargouillait. L'herbe poussait verte et les arbres étaient imposants. Le garçon, comme une flèche, se précipita en avant et disparut dans les hautes herbes. Son Altesse l'a mise en garde contre toute négligence. Soudain, elle entendit un rappel provenant de l'herbe selon lequel il était à moitié bête. Son sourire trahissait la joie de son bonheur. Rosalina, telle une guide expérimentée, commença à présenter le domaine au garçon. Transformer des promenades ordinaires en excursions passionnantes. Il se promenait dans un jardin luxuriant, où chaque fleur et chaque arbre avait sa propre histoire. Nous nous sommes plongés dans le silence de la bibliothèque, emplie de la sagesse des siècles passés, et ils ont exploré le bureau, où chaque objet contenait un morceau de la vie de Rosalina. Au début, il était sceptique à ce sujet, mais il s'y est vite habitué, et a réagi rapidement à tout ce qui le fascinait. La pièce avec les accessoires ne m'intéressait pas, mais la serre et le jardin ont enchanté Fenrir. Il aimait les arbres trapus au tronc large, pas les fleurs. Au lieu de plantes solitaires, il préférait les champs et les forêts denses. Rosalina ne savait rien de la race Karan, mais je pensais qu'il vivait dans les forêts et les montagnes, pas dans les plaines. Fenrir n'avait pas confiance en ses capacités. Dans une salle spacieuse baignée d'une douce lumière, ils étaient assis à une longue table, séparés seulement par une fine ligne de silence. Rosalina, penchée sur un livre ouvert, buvait lentement du thé aromatique. Son regard glissait sur les lignes et ses pensées erraient dans les labyrinthes des histoires des autres. En face d'elle, comme enchantée, était assis Fenrir. Son regard ne la quittait jamais, absorbant chacun de ses gestes, chacun de ses mouvements. Seules questions restaient en suspens. Le garçon, comme enchanté, resta silencieux. Son regard ne la quittait jamais, observant chaque détail de son apparence. Un jour, il y eut à nouveau du tumulte dans le château. Vernir grogna furieusement, effrayant les serviteurs. Nora, arrivée sur les lieux, a essayé de le calmer. Elle lui a assuré qu'elle l'examinerait seulement sans lui faire de douleur. Mais il ne s'est pas calmé. Rosalina, gênée, se tenait la tête.
C'était le début de la Deuxième Guerre. Nora était surprise que son rétablissement ait pris autant de temps. Sa Majesté, se souvenant de son caractère, accepta un examen approfondi. Le garçon était assis par terre et les regardait avec un regard hostile. Puis il passa soudainement devant Nora, la touchant à peine. Rosalina lui cria dessus. Vernir, comme une ombre, se précipita vers le placard. De là, il s'est exclamé qu'il ne leur faisait pas confiance. Le médecin lui a assuré que tout allait bien. Rosalina a essayé d'atteindre son esprit. Elle lui a expliqué que Nora lui avait sauvé la vie et lui a demandé de ne pas dire cela. Elle lui ordonna de descendre immédiatement. Mais le garçon resta silencieux, assis sur le placard, le regard féroce. Puis il sauta brusquement sur le lit et se cacha sous la couverture. L'archiduchesse enragée se débarrassa mentalement de toutes les armoires de la pièce. Mais Fernir a prévenu qu'il pouvait même escalader les murs. Ils ont continué à se disputer. Nora a remarqué qu'ils étaient devenus amis. Mais Sa Majesté s'y est opposée, demandant si une inspection était vraiment nécessaire. Après tout, le garçon était le plus sain du domaine. Lui, allongé sur le lit, écoutait leur conversation. Il était agacé que les médecins se révèlent toujours être des escrocs. Nora lui assura qu'elle n'était pas comme ça et lui demanda son nom. Le garçon a donné son nouveau nom. Elle fut surprise que l'archiduchesse l'appelle Fernir. Après tout, c'est le nom du chat que Sa Majesté a élevé. Rosalina a expliqué qu'il n'avait pas de nom propre. Mais le médecin n'était pas surpris, car cela arrivait assez souvent. L'archiduchesse fut momentanément confuse, ne sachant pas quoi répondre. Nora expliqua au garçon que Sa Majesté pensait qu'il était à l'étroit dans le domaine. Le médecin voulait l'emmener avec elle. Rosalina, se détournant, resta silencieuse sous son regard. Elle était tellement habituée à sa présence qu'elle a oublié la demande. Elle avait auparavant insisté sur le fait que le garçon n'aurait pas dû être laissé dans le domaine. Et Éléonore lui assura qu'elle lui trouverait des soins dignes. Le gars était stupéfait et silencieux. Sa Majesté pensait que Fernir avait besoin d'un endroit plus sûr, où il sera libre et pourra enfin devenir lui-même. Elle a supplié Nora de promettre de soutenir le garçon pour toujours. Le médecin lui a assuré qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour lui assurer une vie décente. Elle a fait un rapport sur son état. Il était en bonne santé extérieurement, il mangeait bien et ses organes internes étaient en ordre. Le médecin, après s'être assuré qu'il n'y avait aucune blessure, l'a libéré. Vernir la fusilla du regard en grognant. L'archiduchesse lui ordonna de partir. En colère, il s'accrocha au lit et cria qu'il n'avait pas demandé ça. Le garçon a accusé Rosalina de ne pas avoir le droit de décider à sa place, et qu'elle et Allen étaient les mêmes. Désespéré, il se précipita sur la terrasse et disparut dans le crépuscule. Le médecin était stupéfait et silencieux, et Rosalina semblait avoir perdu tout espoir. Quand Nora lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas suivi, Sa Majesté répondit avec amertume qu'elle reviendrait elle-même, et qu'elle n'est pas sa maîtresse. Rosalina se couvrit le visage avec ses mains, se sentant incroyablement fatiguée et souffrant d'un mal de tête. J'ai donc décidé de terminer l'inspection et j'ai suggéré à Nora de partir. L'archiduchesse promit de préparer une voiture et le médecin accepta. Elle retourna au domaine qui était plongé dans un silence inconnu de ses murs. Rosalina entra dans la chambre. Elle s'allongea sur le grand lit, profitant du silence tant attendu. Seules pensées revinrent à Fernir. C'était comme si elle le voyait assis près de la fenêtre, perdu dans ses pensées. Le soleil se couchait et Fernir manquait toujours à l'appel. Sa Majesté ressentit un sentiment de déjà-vu. Après tout, c'était devenu une habitude de le chercher à nouveau dans le jardin. Elle se retrouva à nouveau près de l'immense arbre où elle l'avait trouvé pour la première fois. Et elle était en colère parce qu'il s'enfuyait, la forçant à partir à sa recherche. Fenrir grimpa encore plus haut dans l'arbre. L'archiduchesse se tenait sous l'arbre et restait silencieuse. Elle remarqua avec colère son silence, croyant qu'il dormait. Le garçon irrité répondit qu'il se cachait pour qu'elle ne le trouve pas. Je lui ai conseillé d'oublier ça. Rosalina resta silencieuse. Elle a dit que s'il voulait disparaître, il devait quitter le domaine. Offensée, Fernir déclara que si elle avait voulu se débarrasser de lui, elle ne l'aurait pas sauvé. Rosalina lui rappela qu'il n'était plus un enfant et lui demanda quel âge il avait. Malheureusement, il ne le savait pas parce qu'il ne comptait pas. Elle était surprise qu'il ne connaisse pas son âge. Le garçon a été pris en possession alors qu'il était enfant et ne pouvait pas connaître son âge. Personne ne lui en a simplement parlé. Fenrir devina qu'il avait 22 ans. Il y a 15 ans, il connaissait un garçon qui avait à peu près son âge. Il a dit qu'il avait 7 ans, et Fenrir a décidé qu'il avait le même âge. Rosalina se demandait pourquoi il l'avait dit au passé, et elle lui a demandé s'il voulait communiquer avec d'autres demi-bêtes. Elle lui a promis qu'avec Nora,
Il verrait un endroit où des gens comme lui vivraient. Après s'être installé sur un grand arbre, le garçon a demandé ce qui se passerait si elle n'était pas là. Rosalina lui a assuré qu'avec une heureuse coïncidence, il recevrait la citoyenneté, ce qui lui ouvrira la voie à tous les voyages. Il a été capturé sur un autre continent, au bout du monde. Il a raconté comment il s'était enfui 3 fois, mais qu'il avait abandonné la 4e fois. La citoyenneté était une illusion. Le garçon pourrait être capturé à nouveau et vendu. Il n'y avait donc pas d'abri idéal pour lui. La sécurité n'était qu'un mirage, ajoutant de l'amertume à son sort. Les paroles de la demi-bête choquèrent Rosaline, et elle se demandait s'il voulait vraiment rester dans le domaine. Confus, Fernir ne pouvait pas répondre à sa place. Il était épuisé par les déplacements constants, d'être traité comme une chose. Puis le garçon se tut, enchanté par la lueur cramoisie du coucher de soleil, qui enveloppait des sommets montagneux sans limite et de grands sapins. Il a dit doucement qu'il pouvait y aller. Mais il sentait que cet endroit n'était pas pour lui. Mais son avis n'avait pas d'importance, car au moins cette fois-ci, il ne vendait pas. Sa Majesté le regarda avec surprise. Elle ne ressentait aucune dette envers lui, elle était juste une bienfaitrice. Pourtant, son cœur se serrait sous un fardeau inconnu. C'était un sens des responsabilités qui lui était familier depuis l'Antiquité. Cela ne la dérangeait pas qu'il reste. Sa surprise était sans limite. Mais l'archiduchesse a posé ses conditions. Il doit obéir à sa volonté. Le visage de Fenrir se tordit de rage. Mais Rosalina le menaça de l'envoyer à la capitale au premier signe de désobéissance. Si elle avait désiré avoir un esclave, elle lui aurait lié les pieds avec des chaînes. Tous les habitants du domaine lui obéissaient, mais ils n'étaient pas des esclaves. Ils s'intéressaient à la question de savoir qui ils étaient. Rosalina répondit qu'ils étaient CS, serviteurs. Il sourit sarcastiquement parce qu'il ne voyait pas la différence. La décision lui appartenait donc. Il était surpris de savoir pourquoi elle lui donnait le choix et dans quel but. Rosalina expliqua qu'il était placé sous la garde de son Altesse. Elle, comme à Pélodin, ne pouvait pas abandonner le chat sans abri qu'elle avait sauvé. S'il s'échappe de lui-même, c'est son choix. Et puis, qui a refusé l'abri où l'on donne à manger? S'il s'enfuyait à nouveau, elle n'irait pas le chercher. Sur ces mots, l'archiduchesse se retourna et partit. Sa silhouette disparut dans l'obscurité du château. La nuit régnait tout autour, enveloppant le ciel d'une brume cramoisie. Fenrir a été laissé seul, sur les branches d'un arbre. Et ses pensées, comme des oiseaux, tournaient autour de son avenir, tissées d'incertitude et de doute. Rosalina, sirotant tranquillement son thé, entendit son assistante lui demander des nouvelles du retour du garçon. Leur surprise a atteint son paroxysme. Quand soudain, comme une tempête, Fenrir fit irruption par la fenêtre ouverte sur la terrasse. Finalement, il est revenu au domaine. Le lendemain matin, au petit déjeuner, l'archiduchesse se présenta officiellement à lui, donnant son nom comme étant Rosalina Idriss Apelladin. Le garçon, avec de l'indifférence dans les yeux, était surpris qu'elle ait fait cela, parce que je pensais que son nom était « Votre Majesté ». Cela ne la dérangeait pas qu'il l'appelle par son prénom, mais je n'y croyais pas et ne m'attendais pas à ce que Fenrir commence à faire ça. Le lendemain, l'assistant était heureux de voir Sa Majesté revenir au palais. Mais Rosaline se demandait où était Fenrir. On lui a dit qu'il lisait un livre dans sa chambre. Son apparition n'a provoqué aucune réaction chez lui. Dans sa retenue, dans chacun de ses mouvements, Rosalina voyait une noblesse cachée, ce qui contrastait avec son apparence simple. Parfois, lorsque le feu dans la cheminée projetait des ombres sur son visage, il lui semblait qu'elle ne voyait pas un garçon, mais un chat. L'inquiétude se cachait dans les yeux de Fenrir, lorsqu'il remarqua un étrange changement dans le comportement de l'archiduchesse. À sa question, elle lui a assuré que tout allait bien, bien qu'il y ait une légère trace de mensonge dans sa voix. Il n'a jamais exprimé une seule fois son mécontentement face à sa solitude dans le domaine. C'était comme s'il avait trouvé une paix inexplicable. Une seule fois, confuse, elle s'enquit doucement de son bien-être. Rosalina espérait dissiper l'ombre de malaise qui planait entre eux. Mais ces paroles ont provoqué une explosion d'irritation inattendue. Fenrir explosa, accusant le short du gamin de restreindre ses mouvements. Presque en riant, Rosalina essaya de dissiper sa colère, lui rappelant que le short qu'il avait choisi était approprié pour un enfant de 10 ans. Il l'a accusée d'être inattentive. L'archiduchesse expliqua calmement que les vêtements venaient du majordome, et Fenrir aurait dû lui exprimer son mécontentement. L'attaque inattendue a projeté Rosalina au sol. Sa main la plaqua au sol, lui coupant le souffle. La colère dans ses yeux exprimait un profond ressentiment. Il a insisté pour être traité comme un adulte.
soulignant l'inadmissibilité de se moquer de son corps. Dans un revirement soudain, Rosalina le repoussa et pressa sa tête contre le sol. Elle lui a fait comprendre quel était son problème. C'est son arrogance et non sa taille qui était inacceptable. Parce qu'elle possédait des connaissances qui lui étaient inaccessibles, elle l'a sévèrement averti des conséquences de son comportement. Sa Majesté a montré que ses préjugés contre les femmes étaient erronés. Le libérant avec dignité, Rosalina appela son assistante. L'archiduchesse ordonna qu'un tailleur soit invité à coudre les nouveaux vêtements de Fenrir. Elle a également ordonné que les objets contaminés soient brûlés, ce qui lui rappelait son intempérance. Comment a-t-elle permis que l'incident affecte son efficacité? Après cet incident, Fenrir n'a plus essayé de l'attaquer. Rosalina a essayé de comprendre ses actions, croyant qu'il s'agissait d'une lutte pour la domination. Mais malgré tout, elle s'est retrouvée dans une situation difficile. Essayer d'élever une créature dans laquelle l'homme et la bête seraient en lutte constante. En essayant de trouver un professeur, Rosalina a été confrontée à un problème. Son passé de princesse et son statut actuel de duchesse limitaient ses choix. Les professeurs de son entourage étaient des nobles. Même un titre élevé ne pouvait pas surmonter les préjugés. Les nobles ne pouvaient supporter l'humiliation d'enseigner à un esclave à moitié bête. Fenrir, fronçant les sourcils sur les livres, ne comprenait pas le sens de son enseignement. Rosalina était catégorique, expliquant que l'écriture était un bouclier contre la tromperie. Elle a décidé de lui enseigner elle-même, en se concentrant sur les connaissances pratiques. Cela s'est avéré être une tâche difficile, compte tenu de sa capacité d'apprentissage. Fenrir maîtrisait les lettres en une demi-heure et la lecture en une demi-journée. L'incroyable vitesse de son apprentissage lui procurait une joie indescriptible. Il avait soif de connaissances, s'interrogeant sur chaque mot incompréhensible. Et Rosalina expliqua patiemment et regarda son esprit absorber la nouvelle information. Les nouveaux vêtements ont transformé Fenrir en un jeune homme, lui ont fait marcher différemment dans le palais. L'un des assistants, ne s'attendant pas à le rencontrer là, l'interrompit maladroitement. La peur qui brillait dans les yeux de l'homme surprit Fenrir. Le garçon a juste demandé si tout allait bien. Les servantes accoururent au cri. Ils, inquiets pour le petit monsieur, commencèrent à gronder l'assistant. L'un d'eux a exigé des excuses du garçon. Et lui, ayant disparu, s'est excusé. Fenrir marchait dans le couloir, furieux, entendant la servante gronder son mari. Elle a insisté pour recevoir un traitement approprié. Était-ce vraiment si difficile? L'homme embarrassé s'excusa, ne l'attendant pas là. La servante m'a rappelé la sensibilité des demi-bêtes, et elle a ajouté doucement qu'elle était désolée de voir cette performance. Il ne comprenait pas pourquoi la maîtresse était si gentille avec l'esclave. Et ils se moquèrent de lui, ne comprenant pas comment il avait obtenu ce dont les autres avaient seulement rêvé. L'une des servantes s'est exclamée et a ri en disant que la situation était absurde. En entendant cela, Fenrir fut envahi par la colère et la tristesse. En regardant par la fenêtre, il demanda à Rosaline combien de temps encore il devrait rester. Ne comprenant pas, elle lui demanda ce qu'il voulait dire. Le garçon se détourna et, avec tristesse dans la voix, dit ce qui l'inquiétait. Il ne pensait pas qu'elle allait le laisser au domaine pour toujours. Sa Majesté, considérant chaque mot, répondit qu'il était libre. Mais Fenrir semblait confus, ne sachant pas comment agir sans ses conseils. Surprise, Rosalina demanda comment cela était possible. Elle a souligné le caractère inévitable des conflits dans toute relation. Elle se souvenait de son aversion initiale. Mais Fenrir se leva soudainement et objecta. Lui assurant qu'il n'avait jamais ressenti de haine pour elle, il quitta rapidement la pièce. Rosalina se leva embarrassée. Elle sentait qu'il était devenu beaucoup plus docile, et elle a supposé que c'était le résultat de son influence. Mais il est possible qu'il soit simplement fatigué de se battre. La raison pour laquelle il a décidé de rester reste inconnue. L'archiduchesse, après avoir réfléchi, comprit quelque chose. Elle ne pouvait pas décider ce qui l'effrayait le plus, sa présence ou son absence. Fenrir traversa le couloir du manoir, rempli d'une tour de livres. La lourde charge lui bloquait la vue, et il errait aveuglément à travers le labyrinthe de murs. Il se souvenait de Sa Majesté, qui, avec une persistance inexplicable, l'envoya à la bibliothèque chercher d'innombrables volumes. Soudain, deux silhouettes apparurent sur son chemin. Le chevalier et l'homme inconnu qui regardaient Fenrir. Il se demandait quel genre de créature étrange se trouvait devant lui. L'étranger était outré par la présence de l'esclave dans le couloir. Cependant, son compagnon chevalier que Rosaline avait engagé comme garde du corps, le corrigea. Le chevalier corrigea son interlocuteur en lui expliquant qu'il n'était pas un esclave. Confus, Fenrir essaya de comprendre qui étaient les étrangers.
Le blond, ne cachant pas son mépris, pensait qu'elle allait le manger. Son compagnon se pencha et murmura que c'était son animal de compagnie. L'étranger fut étonné que Rosalina ne se soucie pas de l'État et qu'elle se charge d'élever des animaux. Ces mots, empreints de mépris, enflammèrent la rage de Fenrir. Le blond, ne comprenant pas qui était le garçon, rayonna à nouveau d'un mépris non dissimulé. Il a balancé son bâton et a frappé le garçon. Il est tombé et les livres se sont éparpillés sur le sol. Fenrir se souvint des paroles de l'archiduchesse selon lesquelles les livres contenaient ceux qui étaient nécessaires à son éducation. Cela n'a fait qu'accroître sa rage. Le chevalier enragé commença à crier sur l'homme, dont le nom s'avéra être Lucien. Le garçon a essayé de se lever et de riposter. Soudain, il fut à nouveau frappé au visage avec un bâton et tomba impuissant. Le chevalier commença à trembler. Vernir se figea en voyant le sang sur sa main. Lucien, ne cachant pas son irritation et son insolence, ordonna que l'esclave soit immédiatement expulsé du manoir. Puis il a demandé où était Rosalina. En entendant son nom, Fenrir fut rempli de rage. Un homme effronté au sourire en coin ressentait du ressentiment envers son regard. Il siffla, ce que le garçon pensait probablement se produire en un seul coup. Et, donnant un coup de pied dévastateur, il cracha que c'était ainsi qu'on punissait les chiens désobéissants. Mais avant que l'homme effronté ne puisse terminer sa phrase, il reçut un coup puissant au menton de la part de Fenrir, ce qui lui a pratiquement été refusé. Le chevalier choqué vit une telle haine dans les yeux du garçon qu'il se figea. Fenrir pensa que personne n'avait jamais battu un homme en le regardant. Le chevalier, une fois rétabli, demanda à l'homme comment il se trouvait. Et il a suggéré d'appeler un médecin. Le mutilé Lucien maudit le garçon en le traitant de « sale esclave ». Mais cela n'avait pas d'importance. Il ressentit un regain de confiance alors qu'il ripostait. Fenrir se retourna brusquement et commença à courir. L'homme lui a crié dessus et a ordonné qu'on l'attrape. Pendant ce temps, Rosalina est dans sa chambre après une dure journée, décidant de faire une pause et de boire du thé. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit et Fenrir fit irruption à l'intérieur. Surprise par son intempérance, elle lui demanda ce qui s'était passé. Il ignora ses paroles et sauta sur la table. Sa Majesté lui rappela son interdiction de marcher sur les meubles et lui demanda où étaient les livres. Le garçon, sans répondre, s'approcha d'elle et cria de fureur. Ils ont dû partir immédiatement. Rosalina, confuse, ne pouvait pas comprendre ses paroles. Ignorant ses paroles, il continua d'insister pour un départ immédiat. L'archiduchesse, gardant son calme et sa dignité, leur ordonna de quitter la table immédiatement. Il a essayé d'expliquer avec impatience que cela n'avait pas d'importance. Il était blessé et voulait l'emmener dans un endroit sûr. Le sang qui coulait de son front témoignait de ses paroles. À ce moment-là, sœur Elliot fit irruption dans la chambre. L'archiduchesse surprise a demandé la raison de cette apparition. Lucien apparut derrière lui. En colère et défiguré, il était indigné de savoir pourquoi Fenrir s'était mis sur son chemin. Et il a menacé de couper la gorge de cet esclave. L'homme fut surpris lorsqu'il vit Rosalina. Le garçon grogna et se tint devant elle, protecteur. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se présente chez elle sans y être invité. Sa Majesté a rappelé que personne ne pouvait entrer dans le manoir sans sa permission. S'approchant du chevalier, elle lui demanda d'un ton menaçant s'il était au courant. Confus, Elliot ne savait pas quoi dire. Après tout, Lucien était son mari. Rosalina, baissant la tête, réalisa l'inutilité de lui parler. Sans cacher son indignation, elle demanda à Lucien dans quel but il était venu. Avec un sourire narquois, il m'a rappelé que c'était aussi sa maison. Fenrir, stupéfait, apprenant leur lien, se figea. Soudain, l'archiduchesse gifla violemment son mari. Lucien a été complètement projeté en arrière par l'impact. Le chevalier et Fenrir étaient stupéfaits. L'homme offensé tremblait de colère, essayant de se justifier. Mais Sa Majesté, sans lui adresser la parole, lui donna un coup de pied dans le ventre, ce qui le fit se pencher et tomber au sol, toussant de manière incontrôlable. Avec le consentement tacite du chevalier, Rosaline tira son épée. Elliot n'a pas osé s'y opposer. Soudain, elle leva la lame vers le cou de son mari, soulignant froidement qu'insulter la famille impériale était passible de la peine de mort. Il tremblait sur le sol et criait que son Altesse était au courant de sa présence. Lucien a prétendu être son mari et n'avait aucune intention de signer les papiers du divorce. Il reste également membre de la famille impériale. Rosalina s'accroupit et, sans retirer sa lame de son cou, exprima ses regrets. Après tout, leur relation a pris fin le jour où les papiers du divorce ont été envoyés. L'archiduchesse, sûre d'elle, demanda avec un mépris froid. Pensait-il vraiment que sa signature avait un quelconque poids dans leur séparation? Apportant la pointe de son épée à son doigt, Rosaline ajouta avec une ironie amère.
que ses attentes naïves témoignaient d'un manque d'intelligence. Elle voulait aussi lui couper la tête. Elle n'avait pas besoin de sa signature pour ça. Lucien, pris de panique, hurla. Pour elle, couper le doigt d'un mort est une petite chose. Rosalina a décidé d'annoncer son Altesse. Que son ex-mari, après avoir signé les papiers du divorce, est mort d'un amour non partagé. Lucien, désespéré, s'éloigna en rampant en criant qu'elle ne pourrait pas le faire abandonner. Même face à la mort, l'idée de lui faire du mal la réconfortait. Elle a décidé de lui couper les doigts vivants. J'ai pensé que cela nous permettrait d'affirmer que la mort ne survenait pas à cause de la douleur. L'homme a souligné qu'il tolérait ses trahisons. Et peu importe le nombre de maris qu'elle aurait dans le futur, il lui demandait d'arrêter. Rosalina, pointant son épée vers son visage, lui ordonna de se taire. Elle a besoin de divorcer non pas à cause des hommes, mais à cause de leur stupidité. Elle lui rappelait ses échecs au lit. Levant l'épée entre ses jambes, elle dit avec un sourire qu'il avait reçu ce qu'il avait tant désiré. Fenrir écarquilla les yeux sous le choc. L'archiduchesse prévint Lucien. S'il touche à nouveau quelqu'un dans sa maison, elle lui coupera la virilité et l'enterrera. Rosaline regardait Lucien, saisie d'une terreur humiliante. Finalement, il regarda silencieusement autour de la pièce et jeta une petite boîte sur la table. Et comme pour échapper à la mort, il quitta le manoir. Il n'était pas nécessaire de vérifier le contenu de la boîte. Sa Majesté savait qu'il y avait des papiers de divorce là-bas. En tendant l'épée à Sir Elliot, elle l'avertit avec un sourire froid. S'il laisse passer un autre étranger, il ne saisira pas son épée, mais sa gorge. L'homme effrayé promit de suivre ses ordres sans poser de questions. L'archiduchesse a ordonné que si vous avez des questions, veuillez contacter le majordome. Rosaline prévint le chevalier pour son propre bien, qu'il devait apprivoiser sa fierté s'il voulait rester dans le domaine. Puis elle se tourna vers Fenrir. Il n'a pas répondu. Elle a souligné qu'elle n'aimait pas se répéter 2 fois, après quoi il est rapidement apparu. Ils se sont retrouvés dans une pièce avec des médicaments, où Sa Majesté a soigneusement soigné la blessure de Fenrir. La coupure n'était pas profonde, ce qui nous a permis de nous passer de médecin. Rosalina était heureuse. Que son orgueil ne l'ait pas conduit à faire des gestes inutiles qui auraient pu aggraver la situation. Après l'avoir avertie de la douleur possible, elle a commencé à appliquer la pommade. Le garçon frissonna légèrement et dit qu'elle n'était pas obligée de faire ça. L'archiduchesse, insistant sur la nécessité de soigner la blessure, continua son travail. Leurs regards se sont croisés, et une fois la procédure terminée, Fenrir se détourna brusquement en prononçant son nom. Elle, effrayée de lui avoir fait du mal, lui demanda si tout allait bien. Fenrir lui assura qu'il n'y avait aucune douleur, mais son cœur battit soudainement plus vite. Après avoir annoncé que la procédure était terminée, elle lui a demandé de partir. Il s'assit sur la table, fronçant les sourcils en silence. Finalement, il a posé des questions sur l'homme. Rosalina était indifférente à cette personne, car leur mariage avait depuis longtemps perdu son essence. Fenrir, ne comprenant pas, lui demanda pourquoi elle avait alors lié son destin au sien. L'archiduchesse a expliqué que le mariage n'est pas toujours une union de cœur. Rosalina a froidement souligné que pour les gens ordinaires, vivre ensemble sans amour est monnaie courante. Et pour elle, une fille de la famille royale, c'est encore plus vrai. Elle sentait que Fenrir devait expliquer cela, considérant que les animaux n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Remarquant son mécontentement, elle comprit qu'il considérait son silence comme injuste. Rosalina a décidé de lui dire tout ce qu'il voulait savoir. Le garçon, la surprenant par sa curiosité, lui demanda les raisons de leur mariage. Après tout, Lucien ne donnait pas l'impression d'être une bonne personne. Sa Majesté a noté que l'homme était le pire de tous les prétendants à sa main. Mais elle n'avait pas le choix, car c'était le choix de sa mère. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner l'homme qu'elle lui avait imposé. Cela conduirait à sa destruction. Le regard de Rosalina devint froid et vide pendant un instant. Fenrir fut surprise d'apprendre le rôle de sa mère dans ce mariage. L'archiduchesse a commencé à parler de sa mère. La femme aimait les robes luxueuses et les bals, et elle voulait que Rosalina, comme toute autre femme, se consacre à prendre soin d'elle-même et à élever ses enfants. Imaginez même Sa Majesté avec l'épée avec laquelle elle menaçait Lucien, combinée à une robe luxueuse. Le garçon ne pouvait pas concilier ces 2 images. Dès son plus jeune âge, Rosaline était davantage attirée par les épées. Et plus tard, elle a découvert un talent remarquable pour ce travail. Elle a vaincu son frère au combat quand elle avait 7 ans. L'archiduchesse a toujours démontré sans hésitation ses extraordinaires compétences à l'épée. Et elle avait assez de force pour soutenir son talent. Elle avait des liens étroits avec la chevalerie, ceux qui alarmaient sa mère, qui soupçonnait que sa fille essayait de rassembler une armée pour prendre le pouvoir. Dès son plus jeune âge, elle tente de convaincre Rosaline.
Manier une épée n'était pas sa vocation et elle a insisté pour le faire. Sa Majesté resta silencieuse un instant, puis parla calmement. Que le trône ne s'intéressait pas à elle et qu'elle n'aimait pas la politique. Fenrir l'écoutait avec sympathie. Elle continua à réfléchir. Que se passerait-il si elle devenait impératrice et que Lucien devenait empereur? Peut-être que leur mariage avait pour but d'affaiblir son influence. Pour restaurer sa réputation, elle décide de rompre son union avec Lucien et de contracter un nouveau mariage. Mais le divorce était impossible. Cela nécessitait la permission de l'empereur, dont la signature figurait sur les documents de mariage. Le père de Rosalina n'a pas montré de soutien. Il écoutait aveuglément sa mère et aucune affaire n'était décidée sans son consentement, même si la fille a exprimé le désir de mettre fin au mariage. Cela serait interprété par eux comme une volonté de pouvoir. Rosalina a fait remarquer que si elle avait présenté son mari à ses parents, qui que ce soit qu'elle aimait, ils exigeaient sa présentation officielle. Au lieu de cela, elle pouvait se permettre des relations non publiques. Si le but était le trône, elle aurait rejeté Lucien. Et elle a épousé quelqu'un qui était son allié. Dans ce cas, les nobles l'ont soutenue. Le divorce n'était possible qu'après son accession au trône. Mais pour y parvenir, elle devait gagner la bataille. L'archiduchesse ne voulait pas de cela. Après tout, la défaite conduit à l'exil ou à la mort. Et la victoire pour un mal de tête constant. Le sort de l'impératrice ne se limita pas à cela. Elle a dû travailler dur pour empêcher une scission dans l'État et traiter son entourage avec suspicion. Elle n'avait aucune envie de faire des réformes, donc sa vie actuelle lui était tout à fait satisfaisante. Mais ces choses devaient être expliquées. Heureusement, c'est après la mort de l'empereur que les documents de mariage ont été signés. Le couple pourrait divorcer par consentement mutuel. Et dès qu'il est mort, Rosalina a immédiatement signé les papiers du divorce. Beaucoup de temps a passé, mais Lucien n'était pas pressé de signer. Elle se demandait pourquoi il tardait. Se rappelant comment il avait mentionné l'empereur, elle supposa que l'homme essayait de se couvrir avec lui. L'empereur qui venait de monter sur le trône partageait l'opinion de ses parents. Il considérait Rosaline comme directe et ingrate de ne pas obéir à son mari. Et Luciana est malheureuse, dont le destin a été empoisonné par son égoïsme et sa débauche. Elle considérait ses jugements comme absurdes. Sa Majesté a déclaré que c'était leur affaire. Bien qu'il n'ait en fait aucun antécédent, car elle l'a mis à la porte 6 mois après son apparition. Il y eut un long silence dans la salle de médecine. Ils étaient silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ensuite, Rosalina a demandé à propos du moment, lorsque le garçon a insisté pour leur départ pendant l'apparition de Lucien. Et il y avait une légère pointe de joie dans sa voix. Elle se demandait s'il l'avait défendue contre son mari. Ce à quoi Fenrir, confus, ne put prononcer un mot. Le garçon, bégayant d'excitation, se souvenait de la terrible scène. Lorsqu'une fille, à moitié bête comme lui, fut brutalement battue sous ses yeux. D'une voix tremblante, il dit « Ceux dont les visages sont déformés par la rage ». Habituellement, ils étaient animés de mauvaises intentions. Rosalina, essayant de le calmer, le rassura. Que ceux qui avaient l'intention de lui faire du mal ne se sont jamais présentés par la porte d'entrée. Ils pénètrent dans la clôture, grimpent par les fenêtres ou empoisonnent insidieusement la nourriture. Elle a essayé de découvrir qui pouvait avoir de telles intentions. Mais elle a insisté sur le fait que même si de telles personnes existent, il est impossible de les éviter. Le garçon n'avait donc pas besoin de s'inquiéter. L'archiduchesse caressa doucement les mains de Fenrir. Elle a promis qu'elle le protégerait, et personne n'osera jamais l'offenser. Il a été outré par ses paroles et a nié s'en soucier. Rosalina lui a assuré qu'il était inutile de lui faire du mal si elle était leur objectif. La colère de Fenrir grandit. Cependant, Sa Majesté a ignoré ses protestations et a donné un ordre strict. Au moindre danger, il aurait dû fuir immédiatement, mais pas vers elle. Et pas comme aujourd'hui, quand il s'est précipité à son secours. Et il devait simplement se cacher n'importe où pour se protéger. C'était une priorité absolue pour elle. Le garçon, après y avoir réfléchi, réalisa qu'il voulait en fait exprimer son inquiétude à son égard. Elle, inconsciente de ses inquiétudes, continua à donner des instructions. Que lorsqu'il se cache, il doit attendre que tout soit terminé. Et même si elle mourait, le garçon devait courir sans se retourner. Rosalina voulait lui donner l'adresse d'un refuge caché où il pourrait s'échapper en cas de danger. Elle pensa d'abord à Éléonore, mais elle se demandait si elle serait en sécurité si quelque chose lui arrivait. D'un autre côté, la dame savait déjà tout, donc cela aurait pu être plus fiable. Fenrir, submergé par la colère, sauta brusquement de la table. Il a déclaré qu'il était capable de se protéger et de la protéger. Mais l'archiduchesse lui rappela ses propres paroles. Lorsqu'il a échoué à s'échapper à 4 reprises, j'ai également reconnu son agilité,
Mais même avec de telles capacités, il ne pourrait pas résister à Lucien. Il était silencieux. Rosalina le trouvant bouleversé. Elle lui dit doucement de ne pas avoir honte de sa faiblesse et d'accepter la protection qui lui était offerte. Le silence qui régnait entre eux fut rompu par Fenrir, se retournant brusquement et s'éloignant. L'archiduchesse, essayant de le retenir, lui demanda où il allait. Il marmonna qu'il voulait récupérer les livres que son mari avait dispersés. Rosalina, prise de colère, demanda de ne plus l'appeler ainsi. Le garçon grogna et s'éloigna. Restée seule, pensa-t-elle. Que Fenrir, même s'il avait 20 ans, se comportait comme un enfant. Pendant ce temps, le garçon courait dans le couloir où des livres étaient éparpillés. Il a examiné son corps involontairement, et il se souvenait comment il lui reprochait de ne pas grandir comme les autres enfants. Mais après avoir emménagé dans le domaine, tout a changé. Se souvenant de la première fois où il avait vu Rosaline, celle qui avait tant conquis son cœur, Fenrir arracha son bandage et se précipita dans le couloir. Il pensait que si Lucien revenait contre sa volonté, il ne la laisserait jamais seule. La capitale de l'Empire impressionnait par ses hauts immeubles, s'élevant sur fond de montagnes majestueuses. Les rues étaient bondées de monde, là où tout le monde était habillé d'un costume élégant, et se frayait un chemin à peine. Rosalina lui a demandé où il voulait aller, mais le garçon ne trouvait rien à dire. Après l'incident survenu au domaine avec Lucien, son nom a disparu de partout. Il n'est pas revenu à la résidence depuis que son doigt a été presque coupé. L'entraînement, qui était trop intense, commença à ennuyer Fenrir. Se souvenant de l'adresse qu'elle avait promis de donner, l'archiduchesse lui remit un mot. Elle a ordonné de s'en souvenir. C'était l'adresse de Maureen. Mi-bête, elle dirigeait un refuge pour esclaves sans abri, tout en ayant la citoyenneté. Rosalina se demandait s'il connaissait les adresses. Et j'ai décidé que je devais lui apprendre. Le garçon a lu l'adresse, mais son Altesse comprit qu'il ne savait pas comment y arriver. Elle a donc suggéré de faire une promenade en ville, car elle avait l'intention de visiter un magasin d'armes. Elle a pensé qu'il valait mieux lui montrer où se trouvait la maison de Maureen. Il ne comprenait pas à quoi servait tout cela. Rosalina a expliqué qu'avoir un endroit où se cacher était un grand luxe. Après tout, il n'est pas toujours possible de trouver un endroit sûr. Confus, Fenrir lui rappela ses oreilles et sa queue, qui pouvaient effrayer les gens. Elle lui a assuré qu'il irait avec elle et qu'il n'y aurait aucun problème, expliquant que de nombreux esclaves demi-bêtes ont reçu la citoyenneté et ont continué à vivre comme des citoyens à part entière de l'Empire. Remarquant son inquiétude, l'archiduchesse l'invita à prendre la parole. Fenrir lui a assuré que tout allait bien et a accepté de l'accompagner. La voiture les a livrés dans les rues de la capitale. Rosalina lui a demandé où il voulait aller. Le garçon lui a rappelé son intention d'acheter une épée, mais elle a répondu que ce n'était pas urgent et qu'elle était prête à l'emmener n'importe où. Malheureusement, Fenrir ne connaissait pas la ville et n'avait aucune idée d'où aller. L'archiduchesse sentit son indifférence. Il se comportait comme un enfant, sans aucune aspiration, en supposant que cela soit le résultat d'une éducation qui ne peut pas être modifiée. Des nuages couvrirent le ciel, annonçant de la pluie. Rosalina réfléchit, lui montrant plus de paysages. De cette façon, elle peut enrichir sa perception du monde. Sa Majesté l'invita à la suivre et à regarder autour de lui. Elle avait l'intention d'apprendre à Fenrir comment trouver une maison par adresse. Elle s'avança donc, l'invitant chaleureusement à entrer. Le garçon tira sur son chapeau et la suivit. Elle lui a assuré que cela cachait efficacement ses oreilles. Ils ont marché dans des rues bordées de tentes attrayantes, remplies d'une grande variété de légumes et de fruits. Les gens achetaient des marchandises à la hâte. Rosalina lui a parlé de différents endroits, mais le garçon regarda autour de lui. J'ai essayé de saisir chaque détail. Soudain, Fenrir se retourna et une étrange sensation l'enveloppa. Que quelqu'un le surveillait de près. Cependant, ce n'était probablement que son imagination. Soudain, il s'arrêta, perdu dans ses pensées. Au moment où il était sur le point de se retourner et de partir, il est tombé sur une femme. Et à ce moment-là, son chapeau s'envola loin sur le côté. Confus, Fenrir commença à se couvrir la tête avec ses mains et à se sentir anxieux. La vieille femme, dont les yeux ne la servaient plus fidèlement, demanda au garçon s'il était blessé. Fenrir sentit son cœur battre plus vite, non pas par douleur, mais par peur d'être exposé. Il attrapa instantanément son chapeau et le tira sur sa tête, cachant ses oreilles. Heureusement, la rue était vide et personne n'a été témoin de son petit secret. Soupirant de soulagement, il essaya de disparaître sans se faire remarquer. Mais la vieille femme, comme clouée au sol, l'arrêta. À chaque seconde, une foule se rassemblait autour d'eux, leur curiosité piquée. Les gens chuchotaient, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi le garçon est-il soudainement tombé sur le trottoir?
Sans répondre, il se leva rapidement et s'enfuit. Rosalina est arrivée à l'armurerie. Elle se retourna et ne trouva pas le garçon, ne comprenant pas où il avait pu disparaître. L'archiduchesse l'appela avec enthousiasme. Et il courut, haletant. Elle s'inquiétait de son état, lui a demandé s'il allait bien et pourquoi il transpirait. Fenrir, se rappelant l'incident désagréable, lui assura que tout allait bien. Il était juste un peu en retard. Il lui semblait qu'il n'avait pas l'air d'une personne bien. Je lui ai donc suggéré de revenir s'il avait des difficultés. Il repoussa sa main, insista sur le fait que tout allait bien et voulut entrer dans le magasin. Rosalina était d'accord. Les portes du magasin s'ouvrirent et une douce cloche annonça l'arrivée des visiteurs. Ils entrèrent dans une salle spacieuse où se trouvaient des rangées de cannes. Rosalina regardait les objets familiers avec curiosité. Elle a noté que le temps n'a pas touché cet endroit. Ils ont été accueillis par un homme sympathique. Sa Majesté se tourna vers lui avec un sourire. C'était le propriétaire du magasin et elle lui a posé des questions sur son activité. L'homme haussa les sourcils de surprise, reconnaissant à peine Rosaline. Mais elle lui assura qu'une telle surprise ne faisait qu'ajouter du piquant à la rencontre. Il a remarqué que la dame avait grandi, et ça ne vaut plus la peine de casser les anges comme avant. Il se souvint de ce qu'il lui avait dit à plusieurs reprises auparavant. Les cannes n'étaient pas faites pour faire de l'escrime, mais elle n'a pas écouté. L'homme sourit, se rappelant pourquoi elle appelait son magasin une armurerie. Rosalina, rougissant légèrement, le remarqua avec mécontentement. Qu'il se souvenait encore de ces petites farces comme si elles s'étaient produites hier. Le propriétaire sourit et répondit que chaque jour, même celui qui s'était écoulé il y a 10 ans, lui semblait comme hier. Son regard tomba sur le jeune homme debout à côté de Rosalina. Se sentant mal à l'aise, il se cacha timidement derrière son dos. L'archiduchesse a expliqué que les cannes qu'elle avait achetées auparavant étaient usées, et elle est venue en acheter de nouveau. L'homme a déclaré qu'il possédait plusieurs copies récemment réalisées, et il lui a suggéré de les regarder. Rosalina a demandé à leur montrer. Il a rapporté que les roseaux étaient déjà prêts et se trouvaient sur la montagne. Fenrir a fait remarquer d'un ton moqueur qu'il était surpris de voir comment on pouvait combattre des épées avec un bâton. Rosalina soupira lourdement d'insatisfaction et expliqua. Elle était jeune, elle avait 12 ans. Sa mère ne lui permettait pas de porter une épée, sauf pendant l'entraînement. Elle se tut, ressentant du mécontentement et de l'indignation, mais réalisant qu'elle n'était pas obligée de se justifier auprès du garçon. Fenrir, avec un sourire sarcastique, ne pouvait pas comprendre. Pourquoi cherchait-elle des excuses et il lui lançait un regard moqueur? Sa Majesté, entendant son ton, remarqua mentalement son sens de l'humour particulier. Le propriétaire, leur rappelant leur intention de monter à l'étage, les invita à entrer. Elle se souvint de Fenrir et l'invita à leur tenir compagnie. Il a cependant assuré qu'il se sentait bien et qu'il voulait rester en bas. L'archiduchesse, promettant de revenir bientôt, lui ordonna formellement de ne rien toucher. Il lui semblait que son visage avait enfin pris une expression calme. Fenrir se pencha sur les roseaux, comme s'il examinait soigneusement chacun d'eux. Et il l'a rassuré en lui disant qu'il n'était pas intéressé par les combats de bâtons. Rosalina, sentant une rougeur envahir son visage, se précipita dans les escaliers. Il rit doucement, mais son attention fut soudainement attirée par un homme suspect, qui l'observait attentivement depuis la fenêtre dans la rue sombre. Le commerçant et l'archiduchesse montèrent dans le vaste hall du 2e étage, là où étaient stockés des spécimens de roseaux coûteux. L'homme m'a assuré qu'il n'y avait aucun défaut dans ces cannes. Chacun d'entre eux était une œuvre d'art. Rosalina, en les examinant, remarqua l'habileté de l'exécution. Mais j'ai demandé quelque chose de plus simple qui n'attirerait pas beaucoup l'attention. Il a suggéré des cannes en bois sans décoration métallique, mais il s'est ensuite souvenu d'une canne en particulier. Sa Majesté fut surprise. Le propriétaire lui apporta soigneusement la boîte, révélant son contenu. Il y avait là une canne en bois classique et exquise. Le manche était habilement décoré de sculptures complexes. Rosalina retint son souffle de surprise. L'homme a expliqué que ces cannes n'étaient pas leurs produits habituels. Mais il y a quelques années, un gentleman respectable l'a commandé. Le propriétaire a effectué des recherches approfondies avant de passer la commande. Et il a invité l'archiduchesse à inspecter ce produit unique. Elle examina attentivement la canne, remarquant que son poids ne correspondait pas à celui d'un morceau de bois ordinaire. Et l'épaisseur était beaucoup plus grande. Elle réalisa que c'était une épée. Elle le sortit doucement de l'étui. Et devant elle se tenait une lame cachée habilement conçue. Le propriétaire était ravi de sa vivacité d'esprit. Il a expliqué que le monsieur qui avait commandé la canne maîtrisait également l'art de l'escrime. Il pensait donc qu'une telle canne serait parfaite pour Rosalina. Elle était fascinée et examinait attentivement l'épée.
Sans cacher son admiration, elle a exprimé sa joie. Après tout, il n'y avait plus d'épée dans ses mains. Le propriétaire surpris lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Si elle n'était pas pressée, je lui proposais quelque chose. Fabriquez-lui une canne entièrement personnalisée. Il a ajouté que le spécimen qu'il lui avait montré était le meilleur choix pour elle. Soudain, ils entendirent un grand bruit venant d'en bas. Ils descendirent rapidement pour découvrir ce qui s'était passé. Fenrir était introuvable. La porte était grande ouverte, et le chaos régnait autour, tout était écrasé et renversé. Le propriétaire du magasin était choqué. Constatant la déroute, l'archiduchesse chercha en vain le garçon. La porte était grande ouverte par mauvais temps, là où la pluie tombait à verse. Il a rendu la rue impraticable sans parapluie. Trempée jusqu'aux os, Rosalina s'assit devant la cheminée flamboyante, cherchant de la chaleur. Le propriétaire du magasin, préoccupé par son apparence contrariée, il se tenait à proximité, inquiet qu'elle n'attrape pas froid. Lui tendant une serviette sèche, il lui suggéra de s'approcher du feu. Elle le remercia sincèrement, lui assurant que tout allait bien pour elle. Cependant, ses pensées étaient captivées par l'anxiété pour Fenrir. Le propriétaire du magasin s'est creusé la tête pour essayer de comprendre. Qui est le compagnon important que Rosalina recherchait si désespérément? Après tout, il y a quelques heures à peine, elle était confuse et effrayée, se précipitant parmi la foule sous une pluie battante. J'ai regardé dans tous les coins, mais le garçon était introuvable. Et c'est pour ça qu'elle s'est mouillée. L'homme sympathisait sincèrement avec sa longue recherche. Sa Majesté, sans cacher sa tristesse, s'inquiétait de la disparition de Fenrir. La pluie ne s'arrêtait pas et il faisait déjà nuit depuis longtemps. Rosalina est restée dans le magasin pour attendre. Les aiguilles de l'horloge avançaient inexorablement, mais il n'était toujours pas là. Elle était assise en face de la porte. Soudain, ils s'ouvrirent et l'un de ses chevaliers entra dans la pièce. Elle résista à peine à l'envie de demander si Fenrir avait été retrouvé. Mais baissant la tête, il annonça la nouvelle décevante. Ils ont fouillé tous les coins et recoins, mais le garçon était introuvable. Rosalina devint encore plus bouleversée. Sans perdre de temps, elle contacta sa résidence et mobilisa plus d'une douzaine de chevaliers, les envoyés à la recherche de Fenrir dans toute la capitale. Le seul indice était le témoignage d'un passant. Elle a dit qu'elle avait essayé de l'aider à ramener le garçon à la maison, mais il s'est éloigné d'elle et a disparu. Bien qu'ils aient fouillé la zone minutieusement, il était presque impossible de retrouver le garçon. Après tout, il se cachait habilement. L'archiduchesse réfléchit involontairement. Peut-être aurait-il été mieux pour lui qu'elle ne le trouve pas. Mais elle a immédiatement rejeté cette idée. Elle a ensuite suggéré qu'il avait peut-être été kidnappé. Elle se souvint de son image mignonne, mais repoussa rapidement ses pensées. Après tout, la femme a affirmé que lorsqu'elle a rencontré Fenrir, il était seul. Au moins, le garçon est assez intelligent pour éviter le danger. Mais Sa Majesté était tourmentée par la question de savoir où il avait bien pu disparaître. Le garçon ne connaissait que deux endroits, son domaine et la maison de Maureen. Ce jour-là, c'était la première fois qu'ils arrivaient en calèche. Il ne connaissait donc pas le chemin du retour vers le domaine. Le seul endroit où il pouvait aller était donc la maison de Maureen. Cependant, il n'y avait aucune nouvelle ni aucun message de sa part. Rosalina a donc décidé de s'y rendre elle-même. Le commerçant, inquiet de son rhume, lui apporta du thé chaud et parfumé. J'espérais que cela la réchaufferait. Elle priait en silence, en regardant la coupe. Que le garçon soit retrouvé bientôt. Après tout, il ne pouvait pas courir loin. L'homme, essayant de la calmer, lui assura qu'il reviendrait certainement. Elle prit une tasse de thé, sentant la chaleur se répandre dans son corps. Et j'ai regardé la vapeur monter vers le haut. Le froid la transperçait. Rosalina ressentit une envie irrésistible de partir immédiatement à sa recherche. L'un des chevaliers a essayé de la calmer. Il a soutenu le propriétaire, affirmant que le garçon reviendrait bientôt. Il a également exprimé sa crainte que Sa Majesté ne tombe malade. Mais Rosalina était catégorique dans sa décision de partir à sa recherche. Le chevalier se tut, réalisant la futilité de ses paroles et de ses sentiments. Soudain, leur conversation fut interrompue par un autre chevalier, qui a amené un étranger trouvé dans une ruelle sombre. Il a suggéré que l'homme aurait pu kidnapper le garçon. L'archiduchesse, sentant une faible lueur d'espoir, s'approcha rapidement de lui. Elle attrapa l'étranger par la cape et le secoua, exigeant la vérité sur l'endroit où se trouvait Fenrir. L'homme, comme une statue de pierre, resta silencieux. Alors Rosalina, incapable de contenir sa colère, le frappa. Il ne pouvait plus se tenir debout et tomba sur le sol sale. Le commerçant était stupéfait, n'ayant jamais vu un tel spectacle. L'étranger tremblait de peur et était rempli de pitié.
Mais l'étranger ne pouvait pas croire que la femme était sa maîtresse. Incapable de contenir sa colère, elle lui porta un autre coup, plus dur, en plein visage. L'homme est tombé sous une telle force. Tous les présents restèrent silencieux, émerveillés par ce qu'ils voyaient. Rosalina brûlait de rage et demanda à nouveau où il avait emmené Fenrir. L'étranger effrayé, couvert de sang, hurla qu'il n'a pas kidnappé le garçon car il s'est soudainement enfui. Il n'a fait qu'exécuter un ordre reçu d'une personne inconnue. Il n'avait aucune idée que la femme était sa maîtresse. Rosalina, incapable de contenir sa colère, le frappa à nouveau. Et en même temps, il demandait aux chevaliers où ils avaient capturé cet homme. Ils ont répondu qu'il était à proximité, qu'il s'enfuyait et se cachait. Alors ils ont dû le traîner de force. Les chevaliers ont supposé qu'ils avaient peut-être perdu de vue le garçon pendant la poursuite, et il pourrait se perdre en essayant de revenir. L'idée lui traversa l'esprit qu'il s'était peut-être perdu sur le chemin du retour. Se rappelant l'affiliation de l'étranger à un gang, elle ordonna qu'ils soient tous capturés. Sa Majesté a donné l'ordre d'obtenir toute information, même par la force. La tâche fut acceptée et ils se mirent à l'accomplir. Rosalina, pleine de remords, s'excusa poliment auprès du commerçant. Son anxiété grandissait à chaque instant qui passait. Après tout, Fenrir pouvait revenir à tout moment, et elle voulait s'attarder. Pour compenser ultérieurement les dommages causés dans le magasin, l'homme confus, ne sachant que penser, accepta sa proposition. Elle donna l'ordre aux chevaliers de veiller sur leur maître, et elle se mit résolument à la recherche du garçon, malgré les avertissements des chevaliers, qui croyaient qu'il reviendrait de lui-même. Cependant, Sa Majesté est restée catégorique dans sa décision. Elle a insisté pour qu'il reste sur place. Parce qu'elle croyait que Fenrir pouvait être poursuivi, il ne pouvait pas s'échapper. Et les chevaliers armés pourraient le forcer à se cacher. Ceux subordonnés tentent de la calmer. Ils nous ont assuré que la pluie cesserait bientôt et qu'ils pourraient partir en calèche. Cependant, Rosalina a rejeté cette offre. L'archiduchesse a dit qu'elle irait sous un parapluie. N'osant pas la contredire, les chevaliers la laissèrent partir à contre-cœur. Rosalina marchait dans la rue, scrutant attentivement chaque visage. Et je suis arrivée à l'endroit où le bandit avait été retrouvé plus tôt. Le crépuscule avait déjà enveloppé la ville. Elle se dirigea vers l'endroit où la femme avait rencontré Fenrir. Mais il n'y avait que du vide. L'archiduchesse supposait qu'en continuant dans cette direction, elle atteindrait les faubourgs de la ville. Sur la route du domaine, familier au garçon, sa confiance reposait sur une chose, qu'il n'a pas quitté la fenêtre des yeux pendant tout le trajet en calèche. C'est soit l'ennui, soit le paysage pittoresque qui attirait son attention. Peut-être qu'il avait un autre but, inconnu d'elle. Traversant l'épais rideau de l'averse furieuse, Sa Majesté marchait rue après rue. Mais en vain, il n'y avait aucune trace de Fenrir. Le dernier espoir était le parc de la ville, ce qui ressemblait à une forêt dense où se dressaient des arbres anciens. On sait qu'en cas de danger, il cherchait refuge en hauteur. Ce parc est entièrement recouvert d'une végétation dense. Cela lui semblait un abri plus fiable que les bâtiments nus de la ville. Elle savait que Fenrir, malgré son jeune âge, avait un esprit vif, et il pouvait prendre en compte les caractéristiques du corps de son enfant. La solution la plus simple serait de monter dans la calèche et de retourner au domaine. Après tout, il se souvenait sans doute des armoiries sur la voiture et les reconnaissait. Cependant, Rosalina, malgré le mauvais temps, avançait obstinément dans le parc, et sa persévérance a été récompensée. Son regard tomba sur un arbre géant, où, comme la dernière fois, elle a trouvé Fenrir. Le garçon était allongé, recroquevillé sur une branche épaisse. Une Rosalina épuisée lui a demandé de descendre pour qu'il puisse rentrer chez eux. Elle a déclaré que le harceleur avait été capturé et qu'il était désormais en sécurité. Cependant, pour Fenrir, le mot « sécurité » était dénué de tout sens. Il lui demanda amèrement ce qu'elle ne comprenait pas. Pour lui, il n'y a de sécurité nulle part car il est né comme ça. Et où qu'il aille, le danger sera toujours là. Comme la dernière fois, elle a trouvé le garçon au sommet de l'arbre. Il était assis là, rempli d'indignation, et insistait sur le fait que tous les gens étaient pareils. Fenrir ne voulait pas sortir en ville, où il y avait toujours beaucoup de monde. L'archiduchesse, malgré ses réticences, l'a amené, ignorant le risque d'enlèvement. Rosalina a essayé de lui expliquer que sa confiance en elle lui avait joué un tour cruel. Cependant, il a nié ses propos, prétendant que ce n'était pas sa faute, car il n'arrêtait toujours pas de le harceler. Pour ceux qui le poursuivaient, peu importait qui il était. Pour le vendeur comme pour l'acheteur, l'essentiel était l'argent. Leurs acheteurs les ont gardés captifs jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Il racontait tout cela avec des larmes dans les yeux, désespéré. S'il vivait toute sa vie à Morine,
Il comprenait qu'il resterait un enfant et ne quitterait pas les murs de la maison. Fenrir ne comprenait pas toujours ce qui se passait. Parfois, ses yeux étaient couverts d'une cécité impénétrable, et son esprit était enveloppé de surdité, qu'il préférait fuir lui-même. Le monde lui semblait être un vaste désert, là où il n'y avait pas de place pour lui, où qu'il aille. Dans sa mémoire, sa maison était un havre de paix lumineux et chaleureux, et chaque fois qu'il s'enfuyait, son seul but était de trouver un abri. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il ressentait un désir irrésistible de retourner auprès de Rosalina. La joie remplit le cœur de l'archiduchesse. Elle a souligné qu'avoir un endroit où retourner est un véritable miracle. Vous pouvez partir de là quand vous le souhaitez et revenir quand vous en avez envie. Rosalina savait dans quoi elle s'embarquait en accueillant le garçon chez elle. Fenrir lui a assuré qu'il n'avait aucune intention de la quitter. Elle ne voulait pas le mettre en danger. Si quelque chose lui arrive, elle ne pourra pas le protéger. Le garçon la supplia de ne pas dire ça. Après tout, si Rosaline meurt, il mourra aussi avec elle. Elle se figea sur place et ne put rien dire. Sa Majesté se souvenait des adieux du soir de Nora. Avant de partir, elle voulait partager quelques sages conseils avec Rosalina. Après tout, les Karanas sont des créatures dont la vie est régie par les instincts. Rosalina n'a pas immédiatement compris la profondeur de ces paroles. Nora a expliqué qu'avant de rencontrer leur compagnon, les Karanas ressemblaient à des enfants sans défense. Par conséquent, une existence solitaire leur est presque impossible. À l'âge adulte, ils restent résolument aux côtés de leur partenaire, partageant même la mort avec elle. Ils sont nés pour protéger leurs proches. Pour eux, la famille est un centre sacré. Ce garçon ne connaissait pas la chaleur d'un foyer familial. Il était sans aucun doute épuisé émotionnellement. L'archiduchesse fut surprise que Nora se mette soudainement à parler de psychologie. La dame ne savait pas quand elle finirait par la comprendre. Fatiguée, Rosalina ne comprenait pas exactement ce que son amie voulait lui dire. Elle a seulement demandé de le protéger, de ne pas le laisser seul. Nora, irritée, a insisté sur le fait que le garçon avait besoin de protection et d'affection. Parce qu'il aurait pu subir des violences et même être au bord de la mort. Sa Majesté n'a vu aucune différence. Nora s'est approchée, lui a pris la main et lui a avoué qu'elle était prête à risquer sa vie pour elle. Rosalina a répondu qu'il était trop tard pour parler de risque. Elle a demandé à Nora de se rappeler quand la fille avait dit les mêmes mots. Et elle la repoussa. La dame en colère a expliqué qu'elle n'avait que 7 ans à l'époque. Et je ne comprenais pas pourquoi elle mentionnait ces bêtises. Elle demanda à être écoutée, l'assurant de son dévouement jusqu'à la mort. Mais la femme n'allait pas mourir simplement parce qu'elle ne serait plus là. Rosalina doit comprendre que la protection et le soutien doivent donner confiance. Cela ne signifiait pas qu'il devait renoncer à vivre une vie bien remplie. Mais la capacité de protéger et d'aimer était également une nécessité. Nora souhaitait que Sa Majesté accepte le garçon. L'archiduchesse ne pouvait pas comprendre le sens des paroles de Nora. Elle croyait qu'elle faisait tout correctement. J'ai essayé d'élever Fenrir pour qu'il soit indépendant. Elle lui a enseigné personnellement et était sûre que ce choix était le meilleur. Je n'ai même pas pensé à ce que Fenrir lui-même voulait vraiment. Et puis elle s'est souvenue de ses paroles dans le parc. Où a-t-il laissé entendre qu'elle aurait dû s'attendre à quelque chose comme ça? Rosalina resta silencieuse. Et le garçon la regarda avec pitié et ressentiment. Il a ensuite dit qu'il ferait comme si de rien n'était. Elle secoua la tête, essayant de repousser les pensées dérangeantes. Elle a compris qu'elle devait agir et l'a dit. Quand il descendra de l'arbre, ils rentreront à la maison. Fenrir était silencieux. Elle lui a assuré qu'avec le temps, il deviendrait définitivement adulte. Mais pour cela, on ne peut pas toujours rester entre 4 murs. Il doit se trouver une compagne. Et c'est exactement ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle parlait de rencontrer d'autres demi-bêtes. Non pas par déni de responsabilité. Le garçon offensé se détourna, ne comprenant pas ce qu'il attendait lorsqu'il rencontrerait les autres. L'archiduchesse a expliqué qu'il trouverait un partenaire et fonderait une famille. Il serra les poings en silence, sentant à quel point ses paroles le blessaient. Rosalina essaya de l'atteindre, mais il resta assis en silence, serrant ses genoux. Sa Majesté se demandait à quoi pensait Fenrir. Et elle le sentit s'éloigner d'elle, comme une ombre disparaissant dans le crépuscule. Soudain, Fenrir se retrouva au sol. L'archiduchesse nous a tendu la main, nous invitant à la rejoindre dans un voyage. Et sans hésitation, il lui a offert le sien. Ils rentrèrent chez eux en calèche, au son d'une pluie battante. Le garçon était endormi pendant tout le trajet. Dès qu'ils furent confortablement installés dans la voiture, ses yeux se fermèrent. Rosalina supposait qu'il était épuisé par les émotions qu'il avait ressenties. Elle le couvrit soigneusement de sa veste pour le garder au chaud. Le subordonné a annoncé son arrivée au domaine. La pluie ne s'est pas arrêtée.
comme si elle pleurait quelque chose. Le majordome les accueillit à l'entrée, rayonnant d'une joie sincère. Il a informé Sa Majesté du bain chaud. C'était comme un baume pour son âme. Elle a pensé à demander au chef d'ajouter les plats préférés de Fenrir au menu. Après tout, il a tellement souffert. Elle a essayé de réveiller le garçon, mais il n'a pas répondu. Son cœur se serra d'anxiété et Rosalina se précipita vers lui. Sa peau était rouge de chaleur. Elle a essayé de le ramener à la raison, mais il était enflé et son corps brûlait comme s'il était en feu. Sans perdre un instant, l'archiduchesse le prit dans ses bras et appela le majordome. Elle a ordonné que Nora soit appelée immédiatement. Son mari et ses assistants ont été stupéfaits par son inquiétude. Le manoir a été pris de panique après que les serviteurs ont appris la maladie de Fenrir. Le domaine était étrangement calme toute la journée. Tous ceux qui ont vu son état se sont interrogés avec anxiété sur les raisons de cet état. Le médecin qui est arrivé n'a pas pu établir de diagnostic. Rosalina ne comprenait pas comment cela était possible. Le médecin l'a rassurée en lui disant qu'il lui avait donné un antipyrétique et qu'il fallait surveiller son état de près. Sa Majesté était submergée par le désespoir et l'horreur. Elle remarqua qu'un des assistants s'approchait d'elle, son visage reflétant une peur profonde. Et elle a demandé ce qui s'était passé. La fille a dit que son frère, atteint d'une pneumonie, avait été surpris par la pluie. Il avait tellement de fièvre qu'il est mort en quelques jours. Cette histoire a transpercé tous les présents d'un frisson de peur. L'archiduchesse, confuse, ordonna à tout le monde de se disperser. Et je suis restée seule avec mes soucis. Le majordome a averti Rosaline que sa présence pouvait mettre en danger sa propre santé. Mais elle, accablée de désespoir, ne prêta aucune attention à ses paroles. Sa Majesté a insisté sur le fait qu'il était libre de quitter la pièce. Il s'inclina et la laissa seule avec Fenrir, même s'il se sentait mal à l'aise. Rosalina caressa doucement ses cheveux noirs alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. C'était comme si elle protégeait son sommeil des angoisses et des peurs qui flottèrent dans l'air.